Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Nous sommes en direct avec François Bayrou, président de Madem. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour. Et sur LCI. Et Dieu sait que ce matin, les sujets ne manquent pas. Est-ce que chienlit vous paraît un bon mot dans le contexte actuel, même si c'est difficile de comparer ce qui s'est passé le 19 mai 68 avec aujourd'hui? Oui, chienlit, ça veut dire désordre. Et c'est un désordre. C'est plus que désordre, chienlit. Oui, c'était le mot que le général de Gaulle avait trouvé devant un bazar effroyable. Il aurait pu dire ça, il a repris, c'est la mode, le mot du général de Gaulle. Moi, c'est pas sur ce mot que je ferai un procès. Tout le monde voit bien qu'on est devant une décomposition. Alors, à l'instant, on disait de l'État. Je suis pas sûr qu'il y ait que l'État. Je pense que les cadres de la société dans lesquels nous vivons sont en effet en train de se décomposer largement. Les repères, l'idée que nous nous faisons de la vie ensemble sont extrêmement fragilisés par la crise, par le fait qu'on n'y trouve aucune réponse, par le fait que le débat politique officiel, institutionnel, le Parlement, etc., apparaît à 1000 lieues de mais ça, c'est la mise en cause de la gestion gouvernementale et celle de François Hollande. C'est la mise en cause de la gestion de la France depuis 15 ans au moins. C'est-à-dire le... Non mais la question c'était sur Hollande. On connaît votre... Voilà. Alors, si vous connaissez la réponse. Hollande est au-dessous de ce que il avait promis, de ce qu'on attendait de lui et de ce que devrait être la mission d'un président de la République. Mais il n'est pas le premier. Cette décomposition-là, cette dérive-là, il y a des années et des années qu'elle est en France en train de frapper. Et donc il faut s'attaquer au fond de ces affaires et pas seulement au gouvernant actuel, parce que si on ne change rien au gouvernant actuel, et le gouvernant suivant, et le gouvernant encore après, seront dans la même impuissance. Et ceux qui vous écoutent le sentent très bien. Mais on peut se dire de ce point de vue-là que les gens peuvent entendre vos idées, mais en même temps ils se disent, au fond, en mettant tout ça dans une perspective longue, ce qui est votre droit absolu, ça ne permet pas de régler le problème d'Air France ou le problème justement des multirécidivistes, enfin les problèmes d'activité d'aujourd'hui, parce que ces images... Non, mais attendez, vous m'avez interrogé sur la décomposition. Oui. Et donc je vous dis, qui est lié à deux ou trois événements du moment. Oui, il y a décomposition, mais l'obsession de l'actualité immédiate nous empêche de voir les choses. Et croyez-moi, ceux qui vous écoutent le savent très bien. C'est-à-dire que une affaire remplace une autre et ça empêche de voir le problème devant lequel nous sommes, qui est un problème strictement français. Mais est-ce que c'est pas un problème d'autorité, tout simplement ? Vous qui aimez bien les enseignants dans une classe, quand tout d'un coup le professeur n'est pas respecté, tout le monde chahute. Est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental d'autorité avec François Hollande ? C'est un problème d'autorité qui n'est pas personnel seulement. Ça compte, ça joue. Mais c'est un problème d'autorité qui touche l'ensemble de notre organisation politique. C'est un problème d'autorité qui fait que, en effet, les gouvernants ne sont pas écoutés. Pourquoi ils sont pas écoutés ? Parce qu'ils n'ont pas de prise sur la réalité. Pourquoi n'ont-ils pas de prise sur la réalité ? Parce qu'ils n'ont pas identifié ou ils n'ont pas nommé les questions qui se posent et qui sont des questions, en effet, rudes. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement cette idée aussi chez les Français que d'ores et déjà François Hollande est éliminé parce que, en fait, vous parlez des structures. On est dans un quinquennat avec des primaires. Donc quinquennat plus primaire, c'est-à-dire qu'on est en campagne électorale permanente. Donc les Français qui nous écoutent ce matin, ils se disent finalement, Hollande n'a aucune chance de l'emporter, donc on est dans cette situation. Mais je pense que c'est vrai. Je pense que ça n'est pas la cause de ce qui s'est passé à Air France. Faut pas mélanger les sujets. Ouais. Mais ça crée une ambiance. Mais si vous m'interrogez pour que je vous dise mon jugement sur la situation, oui, je pense que François Hollande n'est plus en situation de s'adresser au pays, de se faire entendre du pays et de marquer le pays. Et donc un président de la République... Donc il est à l'Élysée, mais éliminé dans la tête des gens. Oui, il y a cette rupture qui fait que il me semble qu'en effet François Hollande n'est pas un choix possible pour l'avenir, oui. C'est important.
Parce que vous savez qu'à chaque fois, Jean d'Ormesson, ce matin dans l'Opinion, j'allais dire, vous remet ça, non pas dans les dents, mais il dit ça avec affection. Finalement, il dit Bayrou, c'est un centriste qui n'a jamais fondamentalement aidé la droite. Il a voté blanc en 2007 et il a voté Hollande en 2012. Bayrou, c'est un centriste qui pense que le centre, ça n'est pas exactement ni la droite ni de la gauche. Vous comprenez, si le mot de centre a un sens, le centre, c'est pas un entre-deux quelque chose, c'est pas un entre-deux truc, c'est pas une roue de secours perpétuellement à la recherche de mais ça, c'est votre désir, mais c'est pas la réalité électorale. C'est la réalité électorale. Et le jour où le centre existera en France, le jour que j'espère et auquel j'aiderai de toutes mes forces, ce jour-là, il sera une force de gouvernement et pas un supplétif. Et donc, oui, en effet, j'ai fait tout ce que j'ai pu au cours de ma vie pour que cette famille politique, ce courant politique, se fasse entendre, existe et soit à son indépendant. Vous comprenez ? Alors, c'est cette indépendance que parfois on peut me reprocher, c'est très bien, mais ceux qui me la reprochent ne voient pas la nécessité de changer la situation du pays. Je ne suis pas Jean d'Ormesson, mais d'Ormesson dit ce matin encore dans l'Opinion, parce que c'est quand même l'expérience aussi qui parle du journaliste politique en dehors de l'écrivain. Il dit au fond, Nicolas Sarkozy va remporter cette primaire, car comme vous l'avez vous-même dit, cette primaire, c'est la primaire qui favorise ceux qui s'expriment le plus fort. Vous l'avez dit. Oui. Donc il va la remporter. En tout cas, il dit, c'est le risque. Voilà. Et donc il dit, eh bien François Bayrou, il va être candidat au présidentiel puisque Juppé sera éliminé. Je ne suis pas sûr que... Ne me répondez pas à moi, mais à Jean d'Ormesson. Oui, je suis pas sûr que Jean d'Ormesson soit, comment dirais-je, le spécialiste de ce que je pense. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est un écrivain. Et donc, quand il dit, de toute façon, si Sarkozy est candidat, et le candidat de droite, François Bayrou sera le candidat du centre. Alors, j'ai dit à votre micro quelque chose de simple et qui n'est pas une réponse par oui ou par non à la question que vous avez posée, parce que ça n'est pas l'hypothèse que je privilégie. L'hypothèse que je privilégie, c'est qu'une personnalité comme Alain Juppé puisse s'imposer. Et alors, nous ferons des choses ensemble. Et c'est bien que des gens différents, vous l'avez dit, fassent des choses ensemble. Mais c'est vrai que devant la situation où les Français n'auraient le choix qu'entre François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, je serai de ceux qui sont frustrés et je n'aime pas la frustration. Et donc vous serez candidat. Je n'ai pas dit les choses comme ça parce que vous voyez bien où vous voulez m'entraîner et je ne veux pas me laisser entraîner. Pas vous entraîner. Nous sommes des adultes. On peut quand même dire les choses clairement. Nous sommes des adultes qui savons très bien ce que sont les dépêches, voilà. Et donc non, je ne me laisserai pas entraîner à cela, mais je vous dis que et que vous ne voulez pas être frustré. Voilà, je ne serai pas frustré et je prendrai les responsabilités que je croirais devoir prendre, comme je l'ai toujours fait. Il y a un petit cas, avant qu'on parle évidemment de François Hollande et d'Angela Merkel, c'est important parce que vous êtes européen, il y a une petite chose quand même importante avec l'histoire d'Air France, j'emploie 2 fois le mot important, mais c'est le cas. Est-ce que vous avez l'impression que les syndicats jouent un double jeu là? Donc c'est la direction qui est responsable? Parce que le Canard enchaîné parle de 5000 emplois planqués qui vont être supprimés encore, et d'autres, à droite, considèrent que les syndicats, finalement, ils condamnent ceux qui ont pratiqué ces violences, mais en même temps, en sous-main, ils les encouragent. Qui ment dans cette affaire ? Oui, il y a un contexte de lutte syndicale qui fait que chacun essaie de prendre l'avantage sans aucun doute par des arrangements ou par des ruses, mais c'est pas cela qui m'intéresse. Il y a une question centrale, c'est est-ce que Air France est menacée ? Et je crois que tout le monde doit dire que la réponse est oui. Si Air France est menacée, il faut que des réorganisations soient conduites à leur terme pour que ça puisse se rééquilibrer. Est-ce que les réorganisations peuvent être conduites à leur terme sans que les uns et les autres, les pilotes, les personnels au sol, qui en ont fait déjà, sans que les uns et les autres fassent des efforts? La réponse est non. On est obligé de faire des efforts. Comment on arrive à ces efforts-là? Par le dialogue. Je dis ça avec un point d'interrogation. Par le travail approfondi et au bout du compte par un référendum de l'entreprise. Je veux vous rappeler que Christian Blanc, il y a quelques années, à la tête d'Air France, avait proposé et imposé des changements très importants qui avaient été acceptés par un référendum de l'entreprise. Je suis absolument persuadé que devant la responsabilité, les pilotes, les personnels au sol, les autres personnels n'accepteront pas le risque de voir la compagnie s'effondrer ou disparaître.
Question, on a connu Giscard, Schmitt, Kohl, Mitterrand, Chirac, Schröder et donc cet après-midi Hollande, Merkel au Parlement européen dans un contexte très particulier. Il s'agit de la crise des migrants. En plus, les Anglais envisagent de quitter l'Union européenne, le référendum de Cameron. Et dans ce Parlement européen que vous connaissez, il y a un tiers d'eurosceptiques. C'est-à-dire un tiers de gens qui sont députés européens mais contre l'Europe. Oui. Est-ce que ce couple a une chance de sauver l'Europe, Hollande-Merkel? Alors, les autres couples que vous avez nommés, De Gaulle-Adenauer, Giscard, Schmitt, Kohl, Mitterrand, avaient une caractéristique, c'est qu'ils étaient équilibrés. L'un ne pesait pas plus que l'autre. Et aujourd'hui, le couple est déséquilibré. Pourquoi? Parce que la France n'est pas leader. Donc il y a un perdant et une gagnante. Je dis ça avec tristesse, avec agacement, parce que je n'aime pas la situation qui est créée. Et aujourd'hui, François Hollande n'apparaît pas comme pesant du même poids qu'Angela Merkel. Vous avez vu que depuis le début, vous l'accablez sur tous les terrains. C'est pour ça qu'il y a une certaine incompréhension. Vous l'accablez sur le plan économique, vous l'accablez je termine. Vous l'accablez sur le plan institutionnel, et vous l'accablez sur le plan européen. Alors, vous qui avez trouvé cette formule avec Nicolas Sarkozy, que vous qualifiez d'enfant barbare, Hollande, c'est quoi? C'est l'adolescent mal terminé. Je veux pas employer de qualificatif, mais mon droit et le vôtre. Vous ne lui trouvez pas mon une qualité. Droit et le vôtre, ce sont des droits de citoyens. Et citoyens, nous avons le droit de trancher, nous avons le droit de choisir, et nous avons le droit de condamner lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens. Si quelqu'un peut dire aujourd'hui que la France va dans le bon sens, alors il ne vit pas dans le même pays que moi. Et donc j'exerce ce droit. Et je dis que, en effet, sur les grands chapitres du pays, alors vous me demandez est-ce qu'il a que des défauts? Non, il est jovial. C'est épouvantable de dire ça d'un président. Non, ça n'est pas épouvantable. Il a des qualités qui font qu'il est sans doute un bon compagnon pour ceux qui l'entourent et une fidélité. Vous voyez, c'est encore pire. Vous voulez le défendre, vous l'enfoncez. Vous savez bien que je ne le défends pas. Vous savez bien ça. Je dis que le bilan de François Hollande présente aujourd'hui est un bilan désastreux pour le pays. Les erreurs qui ont été faites, les décisions mal prises et les absences de décisions sur des sujets absolument centraux sont catastrophiques. On en termine. Si je prends l'éducation nationale, est-ce que ça va dans le bon sens? Non. Si je prends la formation professionnelle, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Si je prends la situation de l'entreprise, je pense qu'il faut être sévère. Si je prends le code du travail, on dit des mots mais on ne change rien. Oui, et si je prends les institutions, alors les promesses formelles que François Hollande avait faites sur les conventionnels notamment sont jetées à la poubelle. Eh bien, je trouve que ça n'est pas d'un président de la République du niveau que la France devrait exiger en période de crise que de présenter un bilan de cet ordre. Alors je le dis. Merci. Et je le dis d'autant plus que, en effet, il y a des millions de Français qui n'étaient pas de gauche et qui ont pensé que peut-être, en raison des promesses qu'il avait faites et du style qu'il affirmait, il y avait une chance de changer les choses. Eh bien, ces Français liront Jean d'Ormesson dans l'opinion, donc ce matin, signature de Ludovic Vigogne. Merci François Bayrou d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Nos amis de LCI qu'on retrouve avec plaisir comme tous les matins, et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.